Exactement, c'est vraiment ce qui me plaît en toi, cette façon de banaliser, de passer, de vulgariser, de communiquer pour que vraiment même celui qui se retrouve sans vouloir les insulter, c'est pas une insulte, celui qui se retrouve même sans BPC, sans C, puisse vraiment te comprendre. Et j'aimerais comme ça te dire, est-ce que tu peux me donner une explication simple des recherches qui peut-être mettront tellement des années à quelqu'un de pouvoir comprendre, parce que c'est que tu as cette capacité. Bon, il y a plusieurs. Je prends un exemple banal. Bon, on est là, on a des fleurs en face de nous. Non? Ok. Bon, on connaît l'enfant de 6e au Cameroun, on connaît pourquoi la plante est verte. Parce que tu sais, on nous a dit que la plante mange la lumière. Oui. Tu vois un peu, ça mange aussi le gaz carbonique. Donc la lumière est mélangée au gaz carbonique avec l'eau qui vient dans les racines. C'est ça qui forme le sucre, ce que nous on voit sous forme de sève blanche. Oui. C'est une forme de sucre. Tu vois un peu, c'est de ça que se nourrit la plante. Donc le sucre dans la sève là, c'est un peu comme le sang pour la plante. C'est un peu comme notre sang. C'est ça qui maintient la plante en vie. Tu vois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque la lumière arrive sur le soleil? C'est que la lumière, c'est quand tu prends un prisme, tu mets la lumière blanche. La lumière du soleil est blanche. Tu vois un peu. Ok. Ça casse la lumière comme à l'arc-en-ciel, tu vois le violet, le bleu, le rouge, toutes les couleurs. Okay. Donc lorsque tu mélanges toutes les couleurs, tu as le blanc. N'est-ce pas? Lorsque tu casses la lumière avec un truc comme le prisme, ça se décompose à toutes les lumières. Okay. Bon, maintenant, quand la lumière blanche du soleil arrive sur la plante, il y a à l'intérieur des plantes des molécules qu'on appelle les chlorophylles. Les chlorophylles, leur propriété, c'est quoi? C'est qu'ils mangent toute la lumière du soleil, tous les composants là. Ils mangent le bleu, le rouge, le jaune, mais ils rejettent, ils vomissent le vert. C'est pour ça que nous on voit le vert, parce que tous les autres sont entrés. Tu vois. Maintenant, les blancs, tu sais, les humains, les blancs, l'être humain, ce qui a toujours poussé l'humain à faire des découvertes, c'est la curiosité scientifique. L'humain s'est toujours inspiré de la nature. Tu vois, c'est que les gens sont restés, ils ont dit que mais comment l'oiseau s'y fait pour voler, ils ont créé l'avion. Ils ont regardé le 1000 pattes marcher, ils ont dit mais comment le type s'y marche, ils ont créé le train. Après, ils ont vu le serpent en bois, ils ont créé maintenant le Thalys. Ou bien le train TGV. Non? Tu vois que les formes sont différentes, les formes aérodynamiques. Le TGV, la tête est pointue pour pouvoir percer les ainsi de suite. Ou bien si tu pars à Paris, maintenant sur la Seine, il y a des trucs qui sont comme les bateaux, après ça devient l'oiseau, ça s'envole. C'est comme les dinosaures d'avant. Pour pouvoir s'adapter à... Donc la nature, pour revenir à la plante, c'est quoi? Regarde maintenant, ce que nous on fait dans les laboratoires en Allemagne, même ici à l'ICPP, c'est quoi? On fait la photosynthèse artificielle. Donc on s'est inspiré de la plante pour dire que bon, nous ne sommes pas chercher les matériaux. Lorsqu'ils vont manger le soleil, ils vont nous produire aussi l'énergie. Il y a les matériaux comme le titane, le cobalt, le fer justement. Tu vois, lorsque la lumière entre dans le fer, il excite ce qu'on appelle les électrons. Tu sais que toute matière, toi-même là, tu es constitué d'atomes. L'atome, c'est un peu comme les grains de caramel, c'est comme le morceau de caramel. Imagine le caramel avec des grains qui sont en train de bouillonner comme dans la sauce. C'est un peu ça l'atome. Et maintenant, dans chaque grain de caramel contient ce qu'on appelle les électrons. Donc c'est de la charge élémentaire. Donc quand l'électricité te frappe là, donc quand le courant vient, il excite les électrons qui se mettent à courir. Les électrons qui courent, on appelle ça le courant électrique. Tu vois un peu. Le courant électrique là, monte sur la surface du matériau. S'il y a l'eau dessus, il commence à cogner les atomes d'eau. Ils sont dessus, ils cassent les atomes d'eau. Puisque c'est un courant. Le courant là vient, il casse les atomes d'eau en hydrogène et en oxygène. Ce qui fait donc qu'on appelle ça photosynthèse artificielle, dans ce sens qu'il mange la lumière pour donner vie au matériau en faisant courir les électrons, comme par exemple la sève court dans il y a en fin de compte, il y a une énergie, tu vois un peu. Cette énergie là, c'est l'hydrogène. Donc c'est l'énergie du futur. Voilà par exemple un exemple, le Cameroun est bien placé. Moi je parle toujours de ça parce que c'est la technologie idéale pour le Cameroun. On a le fer que les Chinois viennent prendre, on a le titane, si tu parles dans Yaoundé, ça abonde partout là-bas. Ce sont les matériaux de prédilection, tu vois un peu, pour faire cette technologie-là. Et on a le soleil en abondance. Moi j'aime toujours cet exemple parce que c'est notre technologie idéale. Tu ne peux pas chercher loin, tu préfères te consacrer à ce que nous avons comme richesse. C'est aussi l'exemple idéal. Stéphane, dis-moi, qu'est-ce qui fait à ce que tu t'engages réellement dans la communication scientifique? En fait, c'est comme je viens de t'expliquer, c'est parce que les pays africains sont pauvres. Pourquoi? Parce que c'est qu'on ne voit pas le lien qu'il y a entre la recherche scientifique et l'essor économique. Parce que quand tu fais la bonne recherche scientifique, tu as la bonne technologie. Et quand tu as la bonne technologie, on appelle ça comment, le leadership dans le marché économique. Si tu as une technologie avant les autres,
Ça veut dire que tu as eu la connaissance scientifique avant, non? Voilà, ça veut dire que tu vas vendre à ton prix, non? Avant que les autres volent la technologie, toi, tu aurais à faire le bénéfice, non? Hein? Et tu seras un État riche par rapport à ces gens. Donc, maintenant, je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi ils font pour avoir tout ça? Et quand tu regardes la distribution du produit intérieur brut de chaque pays, chaque année, il y a conseil des ministres. Je ne sais pas si chez nous, c'est la présidence qui le fait. On s'assoit, on dit, bon, ministre de la Défense. La défense, c'est important pour le pays. Tu auras telle enveloppe budgétaire. Ministre de la Santé, tu auras ceci. Je ne sais pas si on appelle même notre ministre de la Recherche, Madame Tchente. Parce que je ne sais même pas si on lui donne 0,01% du produit intérieur brut. Tu vois. Pourtant, c'est ça qui définit l'essor économique d'un pays. Regarde, on a fait une étude statistique. Tout pays au monde qui est avancé a au moins 1% du produit domestique brut qui est investi dans la science. En Allemagne, ils sont à 3%, en Italie, à 2, quelque chose. La Corée, tu vois, ils sont technologiquement forts, la Corée du Sud. Ils investissent 4, c'est les gars qui investissent le plus avec la Suisse, 4% du pays dans la science. Donc, tu te poses le problème. Pourquoi chez nous, on n'investit pas dans la science? En fait, c'est parce qu'on ne sait pas qu'il y a cette corrélation linéaire entre la science fondamentale qu'on fait, la technologie et l'économie. Bon, et pourquoi il n'y a pas ça? Parce que, en fait, nos décideurs, si tu parles, qui sont nos décideurs en Afrique? Au Cameroun, c'est les gars de l'ENAM. Il n'y a pas d'administration des sciences à l'ENAM. Tu vois, on les cale dans l'administration, dans le service public, peut-être un peu en droit et tout. Mais qu'est-ce que lui va comprendre d'une équation, par exemple l'équation de Schrödinger? Si moi il vient et dit que l'équation de Schrödinger a fait ceci, lui c'est quoi? Qu'est-ce que c'est quoi? Il ne connaît rien du tout, tu vois. Donc il faut des gens, et je vais te dire en passant, les plus grands présidents de la Terre ont les plus grands passeurs de sciences à leur table chaque soir au dîner. Tu vois, parce que chaque soir on lui fait un état des lieux. Comme par exemple au Cameroun, peut-être on fait un briefing politique au président le soir. Des journaux, le matin quand il se lève, on lui fait une revue de presse important. Quand le Cameroun Tribune a dit ceci, ici. Bon, pas tous les journaux importants. Les présidents ont des conseillers scientifiques qui leur disent, voilà, qui projettent le pays dans quelques années. Maintenant, en fonction du mandat que le peuple lui a donné, ils voient ce qu'il va mettre en priorité. Tu vois un peu. Donc, les présidents sont conseillés, beaucoup augmentent de l'argent qu'ils dédient pour la science par année. Il y a des progrès. Mais nous, aucun pays d'Afrique n'a plus de 1% dédié au PIB. Alors qu'en 1980, il y avait une réunion à Lagos où les brillants économiques s'étaient assis et on avait dit que pour que l'Afrique s'envole, il faut que chaque pays africain donne 1% de son argent au PIB. Ça n'a jamais marché. Il n'y a que les pays du Maghreb et l'Afrique du Sud. C'est pour ça que tu vois que la contribution scientifique du continent, ça vient de ces deux pays. L'Afrique subsaharienne n'existe même pas. Bon, moi, j'avais pensé, te lisant sur tes plateformes, que le fait de t'intéresser à la communication scientifique était une façon de dire à tes collègues scientifiques, laissez les labos sortir, venez communiquer sur quoi vous travaillez. C'est ça. Tu sais qu'on vient d'un continent où les gens confondent possession intellectuelle et être un génie. Tu sais, le génie en Afrique, c'est quoi? C'est que non, j'ai eu la bourse. Quand tu as la bourse ou bien j'ai eu le poste, donc on croit que tu es trop fort. Ça, c'est de la pure connerie, tu vois un peu. En fait, les scientifiques doivent sortir du labo. Parce que les scientifiques ne sont pas forcément... Avoir un doctorat, ça ne veut pas dire que tu es brillant. On est d'accord, non? Parce que c'est en Europe que tu comprends que celui-ci s'arrête après la licence. Parce que bon, lui, il voit que là-bas, on va lui donner plus d'argent. En Allemagne, par exemple, les enfants ne veulent même plus faire de longues études. Ils veulent faire leur formation après le bac parce qu'ils savent que dans 10 ans, pendant que toi, tu vas prendre 10 ans pour faire ton doctorat, il sera même devant toi dans les avancements sociaux, en salaire et tout. Tu vois un peu. Donc, on vient d'un continent où malheureusement, bon, nous avons vendu un autre luxe. Le luxe, c'est être grand docteur, grand professeur. Mais ça, c'est seulement bon pour les réunions du village et les funérailles. Quand tu arrives, on dit, oh, le grand professeur est venu, tu vois. Mais en fait, le scientifique, c'est quoi? Le scientifique, c'est l'engagé. C'est même la définition du savant. Quand tu vois les Socrates ou bien les gens qui cherchaient avec la lampe, marchaient avec la lampe en pleine journée, ils cherchaient l'homme. C'est ça le scientifique à la base. Le scientifique n'est pas celui qui porte les grosses vestes. Le scientifique est celui qui crée le savoir. Qui sera utile à la société. Si ton savoir n'est pas utile à la société, tu es un scientifique inutile. Qu'est-ce qui a écrit, fait les publications que personne ne comprend, à part peut-être les gens dans ton cercle? À quoi nous servent les chercheurs camerounais? En dehors de quelques-uns qui font, je respecte ceux qui sont dans l'agriculture, qui font de chimie, la chimie appliquée au maths. Bon, je parle de nos physiciens, qu'est-ce qu'ils font? Des équations qu'ils écrivent, ils me disent qu'ils ont mis le bruit, ils ont changé telle machine. Ça sert à quoi? Je pose la question. À part leur propre avenir à eux-mêmes. Pour avoir les postes d'or et venir à nous. Non, mais moi, j'ai une question que je pose à toi. Bon, quand tu travailles au centre de physique, il faut que quand un physicien arrive, si tu l'appelles, tu dis que bon, j'ai vu ta publication, explique-moi un peu, ça sert à quoi dans la vie? Mais ça va servir à quoi dans 20 ans?
temps. Si tu as une réponse, tu viens, tu me dis. Bon, c'est la question que nous nous sommes posée lorsqu'on arrivait à l'université. Et les F de X en faisant, on se demandait toujours comment est-ce qu'on va faire pour les expliquer. Applications. Bon, c'est tellement pour celui qui continue plus loin, il les utilise. Bon, je voulais savoir, tu es aussi beaucoup impliqué dans le cinéma. J'imagine avant de partir au cinéma, je vais te dire, quand moi j'ai commencé la communication scientifique, certains m'appelaient le physicien de Facebook. Ok. Tu vois? Mais c'est parce que moi je suis arrivé dans un environnement où j'ai compris à quoi ça sert. J'ai dit que mais les gars, s'ils sont en avance, parce que gars, la communication scientifique ici, c'est tout. C'est même un métier. Je te dis, je vais te prendre l'exemple. Un monsieur m'a invité à Toulouse en 2018. C'est lui le secrétaire général de l'année internationale des sciences. Il s'appelle Luc Allemand. Luc Allemand a eu son doctorat à 24 ans. Au Collège de France, c'est-à-dire c'est les brillantes institutions de France. Je ne sais pas si c'est le Collège de France, c'est quoi. Et après, mais quand il se présente à moi, il dit que je m'appelle Luc Allemand, je suis journaliste. Je dis, mais ça c'est qui? Après, je regarde Google, je vois qu'il a le PhD en chimie. À 24 ans. Mais je dis, mais toi tu fais quoi dans le jeu? Parce que pour moi, qui vient du Cameroun, je ne sais pas comment quelqu'un a le doctorat et devient encore journaliste. C'est comme si c'est bas, non? Oui. Alors que ce n'est pas ça. Tu vois un peu. Il a été directeur de publication du magazine de la recherche. C'est là où je comprends que chaque pays a un journal de sciences. Voilà pourquoi j'ai créé Diaspo Science Tech avec le président de la VKI, donc la station des ingénieurs informaticiens d'Allemagne, parce qu'on doit se vendre, vulgariser, vendre nos compétences et nos savoir-faire. Tu vois. Bon, c'était juste une parenthèse. Oui, effectivement, et je disais, bon, merci pour cette façon de vulgariser, de vendre nos talents africains à travers ce journal. Et aussi à travers une série que tu as produite, Science dans la cité. Qu'est-ce qui fait à ce que tu t'intéresses au cinéma en tant que chercheur? Parce que en Afrique, il est difficile pour nous de comprendre et de comprendre qu'un chercheur se retrouve dans le cinéma. Bon, en fait, c'est là où tu comprends qu'on a un manque criant de culture de sciences, parce que c'est les scientifiques qui ont commencé le cinéma. Le cinéma n'a pas commencé par les artistes, on est d'accord.